Bonjour les amis, nous arrivons au terme de notre cours du développement de l'individu. Aujourd'hui, je propose de revenir sur quelques spécificités du développement de l'enfant, en revenant sur les langages, sur les jeux et sur l'intérêt. Qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage est un comportement qui témoigne de l'intention de communication. Au début, l'enfant crie parce qu'il se sent dans une situation d'inconfort. À ce moment-là, nous allons dire qu'il exprime ses émotions, il exprime ses sentiments. Mais viendra un moment où son langage va exprimer la pensée. Mais avant d'y arriver, nous avons d'abord ces cris et ces gestes que l'enfant fait de manière instinctive. Ensuite, il se rend compte que quand il crie, maman vient. Il viendra un moment où il va alors crier pour faire venir maman. À partir du moment où il y a maintenant l'intention de crier pour que maman vienne, le langage est né. Donc, au début, il va pleurer et puis il viendra la lation. C'est une sorte de gazouillis où l'enfant répète un son. Plus tard, ces sons qu'il va répéter, il va l'ajouter à d'autres sons. C'est ce qu'on appelle le babillage. Qu'il s'agisse de la lation ou du babillage, l'enfant qui s'adonne à ces langages est en train de fortifier aussi ses cordes vocales. Et plus tard viendra l'apparition du premier mot, soit papa, soit maman. Les gazouillis que l'enfant laisse entendre a une signification phonétique et affective. Il traduit un état de satisfaction et témoigne en même temps de l'acquisition d'un certain nombre de phonèmes. Les voyelles viendront le premier, vers 8 semaines. Entre 12 et 16 semaines, l'enfant va tenir des sortes de conversations à sa manière avec sa maman. À 4 mois, l'enfant commence à varier ses vocables. À 5 mois, il est de plus en plus intéressé par les intonations qu'il entend autour de lui. À 28 semaines, l'enfant va prononcer les fameuses syllabes ba, ma, et il va pleurer en faisant Retenez que tous les nourrissons du monde gazouillent de la même manière. C'est un langage international. Mais dans la suite, il y aura alors des variations en fonction de la langue maternelle que l'enfant entend autour de lui. Même les bébés sourds, jusqu'à 4-5 mois, ils ont les mêmes types de production vocale. Elles vont cesser à l'âge où commence le babillage chez l'enfant entendant. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va commencer à répéter ce qu'il entend alors que l'enfant sourd n'entend rien. Récapitulons donc l'évolution du langage. Avant 6 et 7 semaines, il y a l'expression de son état affectif pour entrer en contact avec ses parents. Pleurer signifie que l'enfant a faim et maman réagit. Donc le langage est né parce qu'on va pleurer pour faire venir maman. C'est une communication. À 2 mois, il y avait déjà les sourires qui commencent et maintenant il y a même réciprocité du sourire. Vous lui souriez, il vous sourit. C'est une communication. Il y a un lien entre bébé et l'adulte. C'est le pseudo-langage. À 6 mois, l'enfant peut rire. Et les rires, c'est aussi une communication. À 10-12 mois, l'apparition du premier mot. Et le premier mot traduit souvent un état affectif. À 18 mois, il y a le développement du vocabulaire. Entre 3 et 6 ans, le langage s'améliore. Entre 6 et 9 ans, le langage va s'enrichir, d'autant plus que l'enfant est à l'école primaire. Entre 9 et 12 ans, nous avons maintenant dans le langage de l'enfant l'apparition des termes abstraits. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les jeux? Le jeu, c'est une activité à laquelle l'enfant va s'adonner dans le but de se divertir. Le jeu, de la 2e année de la naissance, un rôle symbolique. Par exemple, avec un objet qu'il a sous la main, l'enfant peut reproduire la scène de la disparition et de la réapparition de la maman. Il assume ainsi un rôle actif qui lui permet de maîtriser ces événements, alors qu'avant, il les subissait. Le jeu permet à l'enfant de se défouler, d'exprimer ses angoisses, de satisfaire certaines de ses envies, de se développer sur le plan physique et social. Nous pouvons résumer l'évolution du jeu chez l'enfant de la manière suivante. Avant 1 an, le bébé s'intéresse aux enfants et aux adultes, mais il joue seul. Ça, c'est avant 1 an. Vers 12 mois, vers 1 an, le bébé s'intéresse plus particulièrement aux enfants. Il peut même parfois consoler un enfant qui pleure. Mais en ce qui concerne les jeux, il continue à jouer tout seul. Il ne veut pas partager ses jouets. Entre 18 mois et 12 ans, l'enfant pense que tout ce qui est à sa portée est à lui. Il n'a pas encore acquis la notion de propriété.
tout ce qui est autour de lui, c'est à lui. Pour défendre ce qu'il croit être à lui, il peut crier, il peut mordre, il peut trépigner, il peut agresser un autre enfant. À partir de 2 ans, l'enfant comprend que tel jouet lui appartient, mais tel autre, non. Malgré cela, il n'est pas encore très enclin à partager. Il ne comprend pas qu'on puisse désirer son jouet. Il ne saisit pas le caractère provisoire du partage. Il craint de ne pas pouvoir récupérer son bien. C'est ainsi que vous voyez souvent dire « Mais laisse ton ami jouer avec le jeu, il va te le remettre. » Non, pas sûr de les récupérer après. À 3 ans, les enfants commencent à jouer ensemble. Mais les querelles sont encore fréquentes. Alors, il va préférer jouer avec un seul ami. Entre 4 et 5 ans, l'enfant va prendre peu à peu conscience du droit des autres enfants. Il n'y a pas que lui. Il va apprendre à partager, à attendre son tour. Et il va commencer à se réjouir en jouant avec les autres. Il comprend davantage le principe d'entraide. Il est enclin maintenant au compromis, tout en se faisant une place dans le groupe. Lors des conflits, les gestes agressifs ont tendance à être remplacés par des paroles, ce qui témoigne d'une certaine maturité. Le jeu coopératif favorise la sociabilité. Il remplace la compétition. Voilà pour les jeux. Quid de l'intérêt? Avant de définir l'intérêt, souvenons-nous que chacun d'entre nous, l'enfant, le premier, nous sommes dans un milieu. Et dans ce milieu-là, dans lequel nous nous trouvons, nous avons des envies, nous avons des besoins. Et autour de nous, il y a des objets susceptibles de satisfaire les envies que nous avons, les besoins que nous avons. Alors, si j'ai une envie forte, un besoin, et dans le milieu, il y a un objet qui peut satisfaire les besoins que je prouve, l'objet m'intéresse. Donc l'intérêt, c'est un lien de concordance ou de convenance entre un besoin que je prouve et un objet extérieur susceptible de satisfaire ces besoins-là. C'est alors que l'objet m'intéresse. C'est très important de connaître les intérêts de l'enfant, parce que c'est quand vous connaissez les intérêts de l'enfant que vous allez adapter l'enseignement, que vous allez lui proposer des choses pour lesquelles il a de l'intérêt et vous allez avancer plus facilement. L'intérêt est le moteur le plus puissant de notre activité. Dans l'apprentissage, même si une matière est difficile, nous l'abordons quand même avec courage lorsque cette matière nous intéresse. C'est pour cela que le maître doit faire en sorte que ces leçons soient des leçons intéressantes. Mais quand on regarde un enfant, nous allons voir que ses intérêts vont évoluer aussi. Des auteurs comme Claparède croient que l'ordre d'apparition des intérêts correspond aux étapes du développement de l'enfant. Claparède a décrit un système de 3 stades d'évolution des intérêts chez l'enfant. Nous avons ce qu'on appelle les stades d'acquisition et d'expérimentation, avec l'apparition successive des intérêts perceptifs, première année, et puis intérêt glossique, l'intérêt du mot, deuxième année et 3e année, et puis des intérêts généraux, intérêts subjectifs entre 3 et 7 ans, et des intérêts spéciaux et objectifs entre 7 et 12 ans. Ça, c'est les stades d'acquisition, d'expérimentation. Puis vient le stade d'organisation et d'évaluation, où apparaissent des intérêts éthiques et sociaux, des intérêts spécialisés, des intérêts sexuels. 3e stade, stade de la production et du travail. C'est le stade au cours duquel les intérêts vont être subordonnés à un idéal. On peut regrouper tout ça dans un tableau. Avant 2 ans, intérêt perceptif. 2 et 3 ans, intérêts glossiques. 3 et 7 ans, intérêts généraux et subjectifs. 7 à 12 ans, intérêts spéciaux et objectifs. Plus ou moins 12 ans, intérêts éthiques et sociaux. Plus tard, intérêts spécialisés, intérêts sexuels, intérêts subordonnés à un idéal. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant du dessin, le dessin chez l'enfant? Le dessin est pour l'enfant un moyen d'expression. C'est un langage aussi qui va évoluer avec l'âge.
À travers le dessin d'un enfant, l'on peut déceler ce qu'il perçoit, sa manière d'en rendre compte, ce qu'il pense, ses angoisses, ses intérêts, son évolution. Quand il est tout petit, il fait des gribouillages. Vers la préadolescence, l'adolescence, c'est toute une évolution qui va se faire pour aboutir à une représentation de plus en plus poussée du réel. Je peux reprendre tout ça dans un tableau. Signification des dessins selon Luquet-Georges Henry. Selon Luquet-Georges Henry, voici la signification des dessins de l'enfant. De 1 à 3 ans, c'est ce que nous avons appelé les gribouillages. L'enfant laisse une trace. Il y a un plaisir moteur. Ces tracés deviennent progressivement intentionnels. Il y a la découverte de la représentation. Son bonhomme, c'est comme un tétard. Vers 3 ans, c'est l'étape qu'on appelle réalisme fortuit. Il y a maintenant les rapprochements entre les tracés qui étaient hasardeux au début et l'apparence d'un objet. L'acte devient intentionnel et représentatif. 5 et 6 ans, toujours selon M. Luquet, il y a ce qu'on appelle le réalisme manqué. L'acte devient représentatif, le dessin devient narratif. L'enfant apprend à lire des images de plus en plus complexes. Il peut faire des analogies entre dessin et réalité. Il y a aussi les dessins éparpillés, objets flottants, maisons à cheminée penchée. De 5 à 9 ans, on appelle ce stade le stade de réalisme intellectuel. Là, nous avons la reproduction de ce qu'il sait, non de ce qu'il voit. Il va multiplier les détails dans son dessin. Il va diversifier le point de vue et il y a toujours la transparence. De 6 à 8 ans, le dessin est localisé. C'est le graphisme conventionnel. Il utilise la règle et la gomme. Les personnages sont des pantins. À 9 ans, Luquet parle du réalisme visuel, stade du réalisme visuel. L'enfant commence à tenir compte de la perspective. De 9 à 11 ans, c'est le dessin temporalisé. Il essaie de représenter la perspective, perfectionnement dans la représentation du corps, profil et puis détail de vêtements. 12 et 13 ans, stade critique. Là, la spontanéité créatrice est remplacée par un usage croissant des stéréotypes. Il y a de l'autocritique et parfois l'enfant est déçu devant son œuvre. Remarque, si l'enfant vit dans un milieu où la grande distraction est de rester à la maison en train de dessiner, son dessin peut vite s'améliorer par rapport à celui d'un autre enfant qui, lui, vit au grand air et qui passe son temps à fabriquer des voitures avec du matériel de récupération. Conclusion. Si nous nous sommes intéressés au développement de l'individu, au développement de l'enfant et de l'adolescent, nous avons bien expliqué que le développement se fait par stade, qu'il ne faut pas bousculer. Éduquer un enfant, c'est l'aider à passer d'un stade à un autre. N'oubliez pas l'importance de la notion de maturation. Il y a des choses qu'il peut faire à un âge et qu'il ne peut pas faire à un autre âge. Alors il faut attendre que l'organe ou la faculté ait atteint une maturation qui puisse lui permettre de faire une performance quelconque. Et si vous connaissez bien l'enfant, vous connaissez ses intérêts, vous voyez où il en est avec son langage, vous regardez les dessins, comment il fait, vous voyez s'il est triste ou joyeux, eh bien vous pouvez l'accompagner avec espoir de plus d'efficacité. C'était là l'importance du cours de psychologie du développement de l'individu. Voilà, je vous remercie.